Bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans ce premier module de votre programme L'art d'accompagner, l'approche humaniste pour accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. Aujourd'hui, on va se parler de quelque chose d'essentiel, d'une base dont vous avez besoin pour accompagner les parents. On va se parler de comment est-ce qu'on peut comprendre les enfants à haut potentiel. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Séverine Guy, je suis votre formatrice pour ce programme et je suis ravie de vous accueillir ici. Alors, pour commencer à mieux comprendre les enfants à haut potentiel, on va commencer à se parler des besoins spécifiques. Vous le savez peut-être, les enfants à haut potentiel, qu'est-ce qui fait qu'ils ont un haut potentiel? Eh bien, c'est qu'ils ont un fonctionnement neuropsychologique spécifique et ce fonctionnement neuropsychologique spécifique entraîne forcément des besoins qui sont spécifiques. Alors, les enfants au potentiel, d'abord, comme les autres enfants, ils ont les mêmes besoins que tous les êtres humains, ok? Et à cela va se rajouter des besoins spécifiques, comme par exemple le besoin de sens. Gardez bien en tête que pour un enfant à haut potentiel ou un adulte à haut potentiel, le besoin de sens prime sur tous les autres besoins. OK? L'enfant à haut potentiel, il va vraiment avoir besoin de comprendre, de pouvoir mettre du sens, de pouvoir mettre de la logique sur les événements qu'il vit, mais aussi sur les consignes de ses parents, mais aussi sur les directives à l'école, etc., etc. Il a un grand besoin de sens. Il va avoir aussi besoin de justice. Les enfants à haut potentiel, ils sont particulièrement sensibles à l'injustice. Lorsque le besoin de justice n'est pas satisfait, n'est pas comblé, alors ça peut entraîner des difficultés dans la vie familiale, par exemple dans des situations où il y a des fratries, quand un des enfants considère que ce qui est mis en place pour l'un ou pour l'autre des enfants n'est pas juste. Ça va créer des tensions au sein des familles et ça peut faire partie du pourquoi les familles vont faire appel à vous en tant que professionnel de l'accompagnement. Et puis, dans les besoins spécifiques, il y a aussi un besoin de stimulation. Les enfants au potentiel, ils ont un esprit qui est plus rapide que la moyenne des autres enfants de leur âge. Ils perçoivent plus d'informations de leurs environnements et en plus, leur cerveau les traite plus vite. Euh, et quand ils manquent de stimulation de leur environnement, eh bien, ils s'ennuient. Et les enfants au potentiel, ils détestent s'ennuyer. Pourquoi est-ce qu'ils détestent s'ennuyer? Parce qu'ils remplacent ce manque de stimulation par des pensées internes, par des cogitations mentales, par des ruminations mentales. Et donc, qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? C'est qu'ils vont penser beaucoup et en général, ils ne pensent pas à des choses qui sont très agréables à penser. En général, ils vont penser au changement climatique, à l'extinction des baleines, mais aussi à la dernière dispute qu'ils ont eue avec leurs parents et donc est-ce que papa ou maman m'aiment encore malgré notre dispute. Ils vont penser à plein de choses angoissantes. Et donc, c'est ce qui explique que les enfants au potentiel n'aiment pas l'ennui, parce que l'ennui est souvent remplacé par des pensées désagréables. Ce que vous devez savoir aussi pour bien comprendre le monde du haut potentiel, c'est en dehors des besoins spécifiques, en dehors des deux profils dont je vais vous parler ensuite, être à haut potentiel, ce n'est pas simplement avoir un QI supérieur à 130 ou à 120 selon les pays dans lesquels on vit. Bien sûr, l'identification aujourd'hui en France du haut potentiel passe par la passation d'un test de QI et son résultat supérieur à 130. Mais, et c'est vraiment important dans vos accompagnements que vous ayez conscience de ça, le haut potentiel, c'est pas que ça. C'est pas qu'un résultat, un test de QI. Ce sont des spécificités émotionnelles. Les enfants à haut potentiel sont tous des enfants hypersensibles. Alors qu'ils soient hypersensibles et qu'ils l'extériorisent ou qu'ils soient hypersensibles mais qu'ils l'intériorisent et que donc ça se voit moins, il n'empêche que tous les enfants à haut potentiel sont hypersensibles, ce qui ne veut pas dire que tous les hypersensibles sont à haut potentiel, mais en tout cas, les hauts potentiels, eux, sont hypersensibles. Ils ont des relations sociales qui vont être différentes que les autres enfants, une approche des relations sociales, une approche face à l'autorité qui va être différente
par rapport aux autres enfants de leur âge. Donc, vous comprenez bien que l'identification du haut potentiel devrait et est, par les professionnels formés en tout cas, le fruit d'un résultat à un test de QI et d'une étude de la personnalité. C'est vraiment deux choses qui doivent aller ensemble. Donc, si vous avez dans vos accompagnements des personnes qui doutent du haut potentiel de leur enfant et que vous avez besoin de les rediriger vers des professionnels qui sont aptes et compétents pour leur faire passer des tests, assurez-vous et informez-les qu'il est essentiel qu'il y ait certes une passation d'un test de QI assortie d'une étude de la personnalité de l'enfant. Pourquoi c'est si important? Parce que le test de QI, il peut être biaisé par tout un tas de choses. L'état de fatigue de l'enfant, un goût de la performance, une anxiété de performance de l'enfant, mais aussi différents troubles comme le TDAH, comme les DIS, comme tout ce qui peut venir impacter les réponses au test de QI par l'enfant. Donc, ce test de QI, parfois, il va révéler un QI qui n'est pas supérieur à 130 ou normalement un QI qui n'est pas calculable. Hein, quand il y a trop de différence entre différents items du test, normalement, le professionnel formé doit vous dire que le QI n'est pas calculable puisqu'il y a trop d'écart. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, l'enfant n'est pas à haut potentiel. Il peut l'être, mais ça peut être biaisé. Le test a pu être biaisé par tout un tas de choses. Et donc, ce qui va être important, c'est qu'à côté de cette évaluation du QI, le professionnel soit en mesure de faire une étude de la personnalité de l'enfant, de son fonctionnement quotidien, de ses besoins spécifiques qui ont été repérés par la famille, par l'enfant lui-même ou par le professionnel. Et c'est vraiment le résultat de tout ça qui va amener à une identification, je bégaye, pardon, du haut potentiel. Être à haut potentiel, ce n'est pas avoir uniquement des compétences académiques, hein, c'est ce qui est testé par le test de QI, des compétences académiques supérieures à la moyenne, c'est toute une autre manière d'être au monde. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à retenir et c'est vraiment important quand les familles viennent vers vous avec cette problématique du haut potentiel, de vous rappeler que ce n'est pas juste un enfant plus intelligent ou qui a un potentiel d'intelligence plus grand que les autres, c'est toute sa manière d'être au monde qui est impactée par ce haut potentiel. Dans le haut potentiel, on va retrouver deux grands profils qui ont été mis en évidence par mon amie Fanny Nussbaum, le docteur Olivier Revol et Dominique Sapeb-Marinier. Dans leur livre Les phylocognitifs, ils n'aiment que penser et penser autrement. On va trouver le profil laminaire qui va être un profil d'enfant au potentiel qui va plutôt s'attacher à répondre aux attentes de ses parents et de la société, qui va pas trop faire de vagues, qui va plutôt être coupé de ses émotions, qui va être un hypersensible, qui est plutôt très intériorisé, voire même qui va être plus en recherche de sensations que d'émotions, parce que les émotions, c'est un domaine dans lequel il n'est pas à l'aise du tout. C'est un profil plus cartésien, plus raisonné, de haut potentiel. Donc, en général, ce type d'enfant, on ne voit pas les parents parce qu'ils ne posent pas de difficultés particulières à la maison. Ça ne veut pas dire que quand une famille vient avec cette suspicion de haut potentiel pour un enfant qui peut-être est très introverti, les enfants à haut potentiel laminaire ont aussi besoin d'aide et de soutien et d'une approche spécifique de la part de leurs parents et des professionnels qui les entourent. Mais souvent, ce ne sont pas les familles qui viennent demander du soutien. Les familles qui vont venir vous demander votre soutien, votre aide, votre accompagnement, ce sont souvent des parents qui ont un enfant au potentiel complexe ou hétérogène. Ce sont ces enfants qui sont très extravertis, pour qui les crises sont très fréquentes, pour qui cette hypersensibilité est très impactante dans la vie quotidienne, pour qui ils posent 1000 questions à la minute, le rapport à l'autorité est compliqué, ils ont du mal à intégrer certaines règles sociales, etc., etc. Donc, c'est plutôt les profils complexes que vous allez voir dans vos accompagnements. Il n'empêche que c'est aussi important de retenir que les enfants au potentiel ou les adultes au potentiel ne sont jamais soit 100% complexes, soit 100% laminaires. On dit qu'ils ont une dominante, soit complexe, soit dominaire.
soit laminaire, pardon. Et cette dominante, elle va rester tout au long de la vie, mais par contre, ça va pouvoir se moduler. Quelqu'un qui est 80% complexe et 20% laminaire, il va pouvoir un petit peu, au fil de sa vie, se laminariser au fil de son développement pour atteindre peut-être les 30%, 70%. OK. Et inversement, hein, quelqu'un qui est plutôt très laminaire, il va pouvoir se complexifier en allant connecter un petit peu plus avec son monde émotionnel. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à retenir, les deux profils. Ensuite, il y a une information aussi qui est essentielle, selon moi, quand on est professionnel de l'accompagnement, à ne jamais perdre de vue. Quand les parents arrivent en entretien avec vous, quand ils viennent vous demander vos conseils, quand ils viennent vous demander votre aide, votre soutien, ils ont tendance, s'ils ont connaissance du haut potentiel de leur enfant, ils ont tendance à pathologiser le haut potentiel. Je m'explique. Ça veut dire que les parents vont avoir tendance à penser que toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne sont directement liées au haut potentiel. J'aimerais vous dire que c'est vrai, oui et non. On l'a vu ensemble au début de ce module, le haut potentiel, c'est une autre manière d'être au monde qui va induire de la complexité dans les relations familiales, c'est une évidence. Mais pour autant, le haut potentiel n'est pas la cause de toutes les difficultés des familles. Le haut potentiel, il est toujours associé à une personnalité et un caractère de l'enfant. Chaque famille que vous allez recevoir, chaque famille que vous allez accueillir n'a pas le même enfant à haut potentiel. Alors bien sûr, on voit qu'il y a des traits communs, mais ces traits communs ne vont pas s'exprimer de la même manière selon le tempérament et le caractère de l'enfant. Donc c'est toujours important d'avoir en tête que l'enfant de la famille que vous accompagnez ne se résume pas à son haut potentiel. Il n'est pas que son haut potentiel. Il a un haut potentiel, un fonctionnement neuropsychologique spécifique qui induit des besoins spécifiques, des fonctionnements spécifiques, mais ces fonctionnements spécifiques sont teintés de son tempérament et de son caractère. Donc, on va vraiment avoir besoin de tenir compte de l'ensemble de ces trois facteurs pour respecter l'individualité de chacun des enfants et ne pas se lancer dans la mise en place de stratégies ou d'outils d'accompagnement qui seraient globaux, qui seraient les mêmes pour toutes les familles et pour tous les enfants à haut potentiel. Chaque enfant à haut potentiel est unique. Chaque famille qui vient vers vous est unique parce qu'elle aussi, elle a sa propre histoire, son propre vécu comme parent, ses propres blessures d'enfance. On s'en parlera un petit peu dans les prochains modules. Mais retenez en tout cas que comprendre le haut potentiel, c'est aussi comprendre que le haut potentiel de chaque individu est teinté de sa personnalité et de son caractère. OK ? On va voir maintenant, si vous le voulez bien, dans cette deuxième et dernière partie de ce premier module, les mythes qui entourent le haut potentiel. Pourquoi c'est essentiel qu'on regarde ensemble ces fameux mythes? Je regarde mes notes, hein. Ne vous offusquez pas si je regarde un petit peu mon écran. Bien entendu que j'ai quelques notes pour soutenir mon discours de manière à ne pas oublier les choses essentielles que je veux vous transmettre. C'est quoi les mythes qui entourent le haut potentiel et dans lesquels on peut nous-mêmes être pris? On en a déjà soulevé un ensemble il y a quelques minutes. Le haut potentiel ne résume pas un enfant. L'enfant ou l'adulte haut potentiel ne se résume pas à son haut potentiel. Premier mythe. Deuxième mythe, c'est que ce seraient des enfants qui ont des facilités dans tout ce qu'ils touchent, dans tout ce qu'ils entreprennent, et qu'un avenir brillant pour eux est tout tracé. C'est un mythe, vous l'avez compris, il y a la personnalité, il y a le caractère, mais pas que. Il y a aussi il y a un élément qui est le seul trouble réellement lié au potentiel qu'on appelle la dysynchronie. La dysynchronie qui a été mise en évidence par M. Terrassier au tout début de la découverte du haut potentiel. La dysynchronie, c'est ce qui fait que l'enfant à haut potentiel n'évolue pas de manière homogène dans tous les domaines de sa vie.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, peut-être qu'il va avoir lu très tôt, mais qu'il aura fait du vélo à 7 ans, parce que d'un point de vue psychomoteur, c'était plus retardé, ou en tout cas, ça a eu besoin de plus de temps. Peut-être que l'enfant au potentiel va avoir de bonnes compétences en, je sais pas moi, en physique ou en mathématiques ou en littérature ou peu importe, et puis qui sera plus en décalage en sport ou en dessin ou en art plastique, etc., etc. Donc non, l'avenir des enfants au potentiel est loin d'être tout tracé. Ils ont des domaines de compétences souvent dans lesquels ils sont plus à l'aise. Et puis, il y en a plein d'autres dans lesquels ils sont moins à l'aise. Donc ça, c'est vraiment un mythe. Vous savez, c'est ce mythe du petit prodige, de cet enfant dont on entend parler tous les ans au moment du bac, cet enfant de 13 ans qui a passé son bac à 13 ans avec mention très bien. Oui, ça existe, mais c'est un enfant parmi des milliers d'enfants à haut potentiel qui, eux, n'ont pas ce parcours-là et qui, eux, rencontrent des difficultés et de nombreux défis dans leur vie. Un troisième mythe que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est celui qui laisserait penser, et là ça concerne plus les parents d'enfants à haut potentiel, c'est celui qui laisserait penser que pour être un bon parent d'un enfant à haut potentiel, il faut avoir un enfant qui réussit. Et vous allez le voir dans vos accompagnements, ce mythe du parent responsable du fait que son enfant n'exploite pas son haut potentiel est très présent, génère beaucoup de culpabilité dans les familles, beaucoup de culpabilité pour les parents, bien entendu, et c'est un mythe. On peut avoir un enfant à haut potentiel qui n'est pas du tout attiré par les apprentissages, on peut avoir un enfant à haut potentiel qui est en difficulté dans les apprentissages scolaires. Je vous rappelle que 85% des enfants à haut potentiel sont en échec scolaire dans le système éducatif classique français. OK? Donc ça nous calme un peu sur le mythe de la réussite facile pour ces enfants. Leurs besoins spécifiques va aussi induire des besoins spécifiques du côté de la pédagogie, du côté des apprentissages. OK, on a fait un peu le tour de ce qu'est le haut potentiel. J'espère que ça vous a permis de mettre plus de clarté sur ce que c'est que d'être un enfant à haut potentiel ou un adulte à haut potentiel. Ce que je vous ai partagé là est vrai pour l'un ou pour l'autre. Dans le prochain module, qu'est-ce qu'on abordera? L'importance de l'écoute active et de l'empathie dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel, un module qui sera un peu plus conséquent que celui-là. On va aller regarder ensemble pourquoi c'est si important pour les parents d'enfants à haut potentiel de mettre en place une écoute active et de développer son empathie comme professionnel de l'accompagnement. Je vous laisse ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir partager vos réflexions, vos prises de conscience, mais aussi vos questionnements, vos doutes dans le groupe Telegram. Je serai ravie de venir vous répondre. À très bientôt pour le prochain module.